Je suis Sophie Pader, je suis le chef de bureau de The Economist à Paris. Et nous avons un panel, excellent panel, pour discuter. Notre sujet, c'est le Green Deal industriel, un défi européen. Donc, je vais vous présenter les intervenants. On a Sylvie Goulard, à votre droite, de l'Institut franco-allemand de DFI. Ensuite, on a Fabrizio Pagani, Senior Advisor Vitali. On a Eileen Keller, allemande, directrice de l'axe de travail politique et économique à l'Institut franco-allemand. Et on a Sébastien Jean, qui est professeur de la chaire économique industrielle à CNAM. Donc c'est un panel européen, un petit peu international, et c'est important parce que le sujet nous concerne tous. Essentiellement, on va essayer de débattre, de discuter du défi européen. Comment on fait? Est-ce qu'on fait suffisamment? C'est à qui de jouer le rôle dans cette transition écologique si importante? Et je vais commencer, je pense, avec Sébastien Jean pour poser le cadre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Que font les Européens? Et est-ce que la réponse européenne actuellement est une réponse à ce que font les Américains? Expliquez-nous un peu le cadre global. C'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Est-ce que effectivement, en Europe, le débat, notamment au cours de l'année dernière, a été beaucoup centré sur le fait de savoir si on répondait aux Américains. Bon, je crois qu'on répond avant tout à une situation très exceptionnelle, une situation où on est au lendemain quand même d'une crise majeure avec le Covid et toutes ses conséquences économiques et industrielles d'ailleurs, et puis surtout une situation dans laquelle on a une transition écologique à faire qui est une véritable révolution industrielle, une révolution aussi pour le commerce, pour les matières premières, pour l'énergie, qui a déjà commencé, avec un rythme de changement qui est élevé et dont on sait qu'il faut l'accélérer considérablement. Donc c'est un défi existentiel, c'est un défi très important à beaucoup d'égards, on pourrait dire civilisationnel d'une certaine façon, mais aussi, en étant plus terre à terre, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, industriel. Industriel parce que ça veut dire qu'un certain nombre des technologies qui sont les fondements de notre industrie aujourd'hui doivent être complètement renouvelées. Évidemment, l'exemple le plus parlant et le plus visible peut-être dans le débat public, c'est celui de l'automobile, parce que l'Europe a excellé dans ce domaine. Elle a été au fond le champion mondial du moteur à combustion interne, du moteur fossile. Et ce moteur fossile, aujourd'hui, d'ailleurs, on est les premiers par la norme à dire il faut l'enterrer et il faut s'en passer complètement à partir de 2035. Donc là, on met l'industrie cul par-dessus tête. C'est-à-dire qu'on balaye complètement cette technologie qui est le résultat d'un siècle, de plus d'un siècle, un siècle et demi en fait, d'amélioration progressive. Et on dit qu'il faut passer aux véhicules électriques, dont, soit dit en passant, la technologie, elle, s'il faut trouver, parce que souvent l'industrie, c'est quand même dans le temps long, dans l'amélioration progressive, on est plutôt dans l'amélioration des batteries qui ont servi à l'électronique que dans le moteur à combustion interne. Et l'électronique, comme chacun sait, c'est plutôt développé en Asie. Je dis ça pour souligner le fait qu'il y a vraiment une révolution importante, brutale, à opérer. Et je crois que dans ce cadre-là, tout le monde admet, avec des réserves et à des degrés différents, que l'État a un rôle très important à jouer. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles technologies à inventer, des paris à faire qui sont très difficilement assumables par le secteur privé, par les investisseurs privés. Parce qu'il y a des marchés à créer. Il y a, je veux dire, un certain nombre de choses. Donc, si je reviens aux véhicules électriques, il y a tout l'écosystème qui va autour. Donc, il y a des marchés à créer, il y a des infrastructures à créer. Donc, c'est des investissements très importants. D'une façon générale, d'ailleurs, ce qu'on souligne régulièrement dans ce domaine de la transition écologique, c'est que ça demande énormément d'investissements. Au fond, on remplace du pétrole par de l'investissement. Si vous prenez une éolienne, par exemple, au lieu d'une centrale à gaz, la centrale à gaz, elle est beaucoup moins chère pour une même capacité de production d'électricité. Elle est beaucoup moins chère à construire initialement. Mais après, il va y avoir un coût de production d'électricité qui va être le coût d'achat du gaz.
L'éolienne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, en coût d'entretien, elle est relativement faible parce que c'est le vent qui pousse les pales. Il faut quand même entretenir de temps en temps. Il y a aussi une durée de vie qui n'est pas infinie, certes. Mais l'essentiel du coût, il est au départ. Il faut investir. Hein. Et on pourrait dire la même chose des panneaux photovoltaïques, de la voiture électrique aussi, dans une large mesure, parce qu'elle est beaucoup moins chère d'entretien que la voiture à moteur thermique, mais elle est plus chère à l'achat. Donc, on a besoin d'énormément d'investissements. Selon Détour, pour vraiment souligner que ce qui définit la période actuelle, ce n'est pas tant la réponse aux États-Unis que le fait qu'on a un formidable défi devant nous, dans lequel il y a un énorme besoin d'investissement, et dans lequel l'État a un rôle à jouer. Je ne dis pas que l'État doit faire tout l'investissement naturellement, mais l'État a un rôle à jouer, et ça, je crois que c'est largement accepté. Maintenant, je ne suis pas en train de dire non plus qu'on peut se permettre d'ignorer ce que font nos partenaires, surtout quand c'est un partenaire aussi proche que les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont fait en annonçant l'Inflation Reduction Act, donc c'était en août 2022. Il faut souligner d'ailleurs que c'est la continuation d'une séquence où il y avait eu d'autres lois importantes aux États-Unis qui mettaient pas mal d'argent public pour soutenir les infrastructures, pour soutenir l'industrie du semi-conducteur en particulier, pour soutenir le marché du travail. Donc il y avait déjà des bases de politique industrielle qui avaient été posées. Et là, ce qu'ils ont fait dans cette loi, c'est dire on va mettre des crédits très importants pour accélérer, enfin, il y a beaucoup de choses différentes, hein, mais la partie qui nous intéresse, pour accélérer la transition énergétique. Qu'est-ce que c'est cette loi concrètement? Ce sont principalement des crédits d'impôt sur la production ou l'investissement d'énergie non renouvelable. C'est aussi, mais dans une moindre mesure, des crédits à la consommation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis, par cette loi, ont dit à leurs producteurs d'électricité, par exemple, si vous produisez de l'électricité verte, je vous subventionne à hauteur de $26 par mégawattheure. $26 par mégawattheure, c'est à peu près le tiers du prix de marché aujourd'hui. Hein. Donc, voilà, c'est à l'américaine, j'allais dire d'une certaine façon, et c'est aussi ce qui nous a frappé en Europe, c'est le fait que c'est très cash. Hein, voilà, vous produisez 1 mégawattheure, je vous donne $26 et basta. C'est simple, tout le monde comprend, tout le monde sait comment on va pouvoir l'exploiter. Là où c'est beaucoup moins américain, tel qu'on comprenait, nous, les Américains, c'est qu'il y a aussi dans cette loi ce qu'on appelle des clauses de contenu local. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez vraiment avoir le maximum de subventions, il va falloir, s'agissant des éoliennes, par exemple des panneaux photovoltaïques, utiliser de l'acier américain. Si c'est des véhicules électriques, pour avoir le maximum de subventions, il faudra qu'ils soient assemblés en Amérique du Nord. Donc des dispositions qui sont contraires. On dit parfois la loi de l'OMC. Moi, je n'aime pas du tout ça. C'est contraire à leurs engagements internationaux, les engagements que les États-Unis ont pris par rapport à leurs partenaires. Voilà. Donc, évidemment, nous, de notre point de vue européen, c'était assez choquant d'une certaine façon. Je dois dire qu'on pourra y revenir, mais moi, ce que je vois d'abord dans l'IRA, c'est que c'est la première fois que les États-Unis font une politique ambitieuse d'engagement dans la transition énergétique. Donc, je vois d'abord une bonne nouvelle avant d'émettre des réserves sur les autres dispositions. Donc, que fait l'Europe ensuite? Parce que je ne veux pas être trop long non plus. C'est que dans le cadre de ce plan vert, hein, le Green Deal, qui est le programme structurant, en fait, hein, la grande stratégie, d'une certaine façon, de l'Union européenne dans son développement pour être pionnier dans l'engagement de la transition écologique, on a préciser un certain nombre de dispositions relatives à l'industrie pour accélérer cette transition, pour permettre aussi aux États de mieux s'engager. Dans un cadre européen qui, il faut tout de suite le souligner, ça va être certainement une partie importante de notre débat, qui est le cadre de cette structure qui regroupe des États, mais qui n'est pas un État lui-même, donc dans lequel les questions de coordination sont absolument centrales. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a de l'argent sur des programmes communautaires. Il y a de l'argent qui, pour une grande partie d'ailleurs, était déjà sur la table, lié notamment aux fonds qui ont été mis et qui ont été conjointement financés au niveau européen pour répondre à la crise Covid, dont on a dit une partie importante, environ 30%, doit être consacrée à la transition énergétique. Il y a ensuite les règles qui entourent les subventions que les États eux-mêmes peuvent mettre sur la table, où on assouplit en gardant des limites parce que justement il faut préserver cette coordination au sein de l'Union européenne. C'est prioritaire, c'est très important. Il y a aussi des règles pour à la fois faciliter le crédit à l'investissement industriel et pour l'orienter vers les technologies qui sont jugées stratégiques. Merci Sébastien. Je vais juste passer
peut-être directement à Sylvie pour poser une question, une espèce de follow-up question. C'est que j'ai l'impression que donc, les Américains font très simple et nous, les Européens, on fait quelque chose d'extrêmement complexe. C'est bien ça? Est-ce que ce qu'on fait bien, est-ce que c'est suffisant, la réponse européenne? Alors d'abord, bonjour. Moi, j'adore être à Lyon pour les Échos, donc je suis très, très contente d'être là. Je suis très ravie de voir qu'il y a des gens très jeunes. Et on est tous très jeunes. Enfin, disons, on a quelques-uns qui sont peut-être un peu moins jeunes. Donc, c'est sympa d'être là. Merci à tous. Merci à ceux qui nous écoutent aussi. Je ne sais pas, je crois que c'est retransmis. Alors, Sophie, moi, avant de répondre à la question, je voulais dire la chose suivante, et notamment le dire pour tous les jeunes. Si vous vous comparez avec quelqu'un, il faut quand même vous demander si vous avez fait tout ce qu'il faut pour être comme lui. Ce qui m'ennuie un peu dans la comparaison permanente avec les États-Unis, c'est qu'on compare quoi? On compare un ensemble d'États qui s'est constitué en Union européenne, qui a certains éléments des États, comme par exemple une monnaie commune, pour la plupart des États membres en tout cas, mais qui n'a pas un budget, qui n'a pas une fiscalité, qui n'a pas une structure étatique fédérale du type des États-Unis d'Amérique. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'en général, dans la même discussion avec beaucoup de gens, les gens vous disent « Oh là là, les États-Unis sont rapides, sont efficaces, ils ont une réponse à la crise, qu'elle soit financière, d'ailleurs bancaire ou là climatique. » Ah non, mais les États-Unis d'Europe, tu n'y penses pas. Non, non, mais ça, c'est pas réaliste. Donc, vous pouvez penser ce que vous voulez sur ce que doit être l'Union européenne, mais je pense qu'il est assez important. Vous savez, c'est une phrase qu'on attribue à Bossuet, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne l'ai jamais retrouvée dans les œuvres de Bossuet. Ce qu'on appelle le paradoxe de Bossuet, c'est de dire qu'on se lamente des conséquences de problèmes dont on ne traite pas les causes. Donc, tant qu'on reste à une Europe qui n'est pas dotée d'un certain nombre de moyens, bah, peut-être qu'il ne faut pas s'étonner qu'elle ait moins de moyens que d'autres. C'est le premier point. Le deuxième point, parce que dans la vie, il faut toujours faire avec ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a comme atout quand même en Europe? Et là, je voudrais faire un petit point un peu d'ordre de, enfin, je sais pas, de philosophie politique ou d'économie politique, qui est que pendant des décennies, et vous avez des gens qui disent que c'est naïf, ça fait partie du débat, mais pendant des décennies, on a misé en Europe sur l'ouverture. C'est-à-dire, on a pensé qu'un monde ouvert dans lequel les biens circulent, les idées circulent, les étudiants circulent, les salariés circulent, c'est un monde qui nous apporte plus qu'un monde fermé dans lequel chacun achète ce qu'il produit et les vaches sont bien gardées. Je caricature à peine, il y avait quand même une véritable, je dirais, domination de cette idée. Et le paradoxe, c'est que les pays qui étaient le plus à la pointe de ces idées, c'était le Royaume-Uni et les États-Unis. Qui a tort, qui a raison dans cette affaire? D'abord, il y a une citation de Margaret Vestager que j'adore. Elle l'a dit au journal Les Échos, et je trouve ça génial. Elle a dit « Nous n'avons pas été naïfs, nous avons été cupides ». C'est-à-dire qu'on a privilégié le fait de faire du business sur d'autres considérations. Ça fait que le pouvoir d'achat des consommateurs en Europe a été augmenté, qu'on a produit dans des pays à bas coût du travail, et sincèrement, nous achetons tous des baskets dans des chaînes qui produisent à l'étranger, on est assez content de ne pas les payer plus cher, etc. Donc à la fois on critique la mondialisation et tout ça, mais enfin on a bien profité de ce système-là. Donc peut-être qu'il est temps de se poser des questions, mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'au lieu d'avoir un débat, comme l'a très bien dit Sébastien, on a un pays, les États-Unis, boum, qui est passé d'une conception extrêmement libérale, ouverte, à la fermeture. On a un pays comme la Chine qui a énormément bénéficié de cette ouverture et qui maintenant se ferme. Mais attention, là je vous invite tous, la messe n'est pas dite. C'est-à-dire qu'est-ce que les Chinois vont véritablement, complètement profiter de la fermeture, ou est-ce qu'ils vont finir par payer aussi un certain prix puisqu'ils ne seront plus à ce point fournis par des cerveaux qui se sont formés à l'extérieur. Enfin, en ce moment, vous avez une espèce de... C'est assez drôle. Enfin, si ça n'avait pas des conséquences sociales graves, ça serait presque drôle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde pensait que ce qui était bien, c'était d'être libéral et ouvert. Et maintenant, tout le monde est en train de dire que ce qui est bien, c'est de se fermer, de produire chez soi. Peut-être que la vérité est un peu entre les deux. Peut-être qu'il faut savoir avec qui on commerce, dans quelles conditions les produits sont fabriqués. Et je reviens du coup au centre de notre sujet, qui est quand même le climat. On a face à nous une question qui est absolument redoutable, et je pense qu'il faut qu'on l'aborde avec lucidité, sans aucune complaisance. La question climatique est extrêmement grave.
C'est une forme de guerre invisible. C'est des processus qui sont en train de s'accélérer. Nous ne savons même pas si les modèles avec lesquels nous avons pensé que nous avons encore peut-être 10 ans, 15 ans, sont encore valables. Donc je ne veux pas vous alarmer trop, mais je crois que le problème est grave. Sébastien l'a très bien dit, ça oblige à des changements profonds. Mais après, dans la manière dont on conduit ces changements, je crois qu'il faut éviter les à-coups complets. Je crois que dans l'ouverture, il y a aussi des choses qui peuvent être utiles, et notamment l'ouverture à l'intérieur de l'Union européenne. Nous avons créé un marché unique qui est pour nos entreprises une sorte de base arrière. Vous voyez, dans un monde qui devient extrêmement incertain, on peut déjà utiliser cette échelle. Or, ce que je constate, c'est que très peu de personnalités politiques, très peu... Alors, les chefs d'entreprise, c'est un petit peu différent, mais disent, voilà, on a cet atout-là, est-ce qu'on essaye au moins de le préserver? Et par exemple, il y a une espèce de course entre les pays européens en ce moment qui, moi, me préoccupe, qui consiste à donner un maximum d'aide. Alors, Sébastien a très bien expliqué que quand vous avez des gros investissements à faire, ça peut être utile que la puissance publique fasse des choix. Mais est-ce qu'on est sûr que la puissance publique va faire les bons choix? Je le dis un peu pour rire, mais... Bon, en France, on a fait un magnifique avion qui s'appelait le Concorde. C'était une décision publique, elle n'a pas été... On avait quelque chose, bon pour les jeunes ça ne vous dit rien, mais les moins jeunes vont savoir de quoi je parle, on avait quelque chose qui s'appelait le Minitel avant Internet, qui était quelque chose de remarquable, qui avait été poussé par à l'époque France Télécom, etc. Bon. Donc il faut voir, est-ce qu'on est capable de mettre de l'argent dans des filières qui sont des filières d'avenir? On a la chance d'avoir un réseau ferroviaire en France à grande vitesse qui prouve que parfois des investissements sont bien faits. Il y en a un en Italie, il y en a un en Allemagne aussi. Est-ce qu'on est sûr qu'il ne va pas y avoir des politiques qui vont mettre, tiens, un peu d'argent dans leur circonscription, par exemple? C'est-à-dire qu'on va choisir les entreprises qu'on soutient sur la base de filières dont on a besoin ou sur la base de considérations politiques. Donc je ne veux pas être trop longue. Pour résumer, le climat, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être y revenir, mais il n'y a pas que le climat. Il y a le climat et la protection de la nature, parce que certains choix qui pourraient être faits pour le climat peuvent être désastreux pour la biodiversité et la nature. Deuxièmement, est-ce qu'on a besoin de renoncer à toute forme d'ouverture? Peut-être pas. On a besoin probablement d'aider plus nos entreprises, de défendre de la production et de l'emploi chez nous, c'est vrai. On peut observer que les petits camarades américains, chinois ou autres font leurs propres choix. Je ne crois pas qu'il faut leur courir derrière, de même que ce n'était pas forcément malin de leur courir derrière quand ils étaient dans un ultra-libéralisme. Pas forcément malin de leur courir derrière si tout le monde se ferme. La théorie économique prouve qu'on risque d'y perdre tous. Je signale quand même que vous avez beaucoup de pays pauvres dans le monde et que la mondialisation a permis de sortir des centaines de millions de gens de la pauvreté dans des conditions de production qui ne sont pas forcément bonnes pour le climat, qui ne sont pas forcément idéales, etc. Mais il ne faut pas l'oublier non plus. Donc quand on dit on veut avoir de l'industrie en Europe, est-ce que c'est contre le reste du monde ou c'est en créant des chaînes de valeur peut-être moins longues, peut-être mieux contrôlées, peut-être plus intelligentes. Voilà. Je crois que tous ces éléments qualitatifs doivent être pris en compte et qu'il ne s'agit pas seulement de mettre des milliards dans ce que nous croyons aujourd'hui la bonne chose. Et très humblement, quand j'observe notamment en franco-allemand les choix qui sont faits, je ne sais pas très bien, est-ce qu'il faut miser sur l'hydrogène, est-ce qu'il faut miser sur le nucléaire à l'ancienne, est-ce qu'il faut miser sur de la fusion, est-ce qu'il faut miser sur des technologies qu'on ne connaît même pas. Donc c'est très bien de vouloir investir et d'être rapide comme les Américains. Encore faut-il savoir où on met son argent, puisque chez nous, c'est plus de l'argent public. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, il y a quand même un aspect de prise de risque par les financiers privés qui font beaucoup d'argent, mais qui parfois boivent des bouillons absolument considérables. Merci. Merci Sylvie. Par ailleurs, j'ai oublié de dire au début, si vous avez des questions à poser, je vois qu'il y a quelques-uns déjà, n'hésitez pas à les envoyer sur le plateforme et on va prendre des questions peut-être à la fin. On va creuser ces questions de l'articulation entre le niveau européen et le niveau national parce qu'on va profiter de nos invités allemands et italiens. Eileen, expliquez-nous précisément cette articulation. L'Allemagne, c'est un cas un peu particulier à cause de, précisément, par le passé, la dépendance au gaz russe. Transition douloureuse, mais transition quand même. Expliquez-nous où vous en êtes en Allemagne sur ces questions. Oui. Donc, il est vrai que, à mon sens, l'Allemagne vit en ce moment un moment de transition accélérée. C'est d'une manière un choix. On a vu avec l'entrée du Parti des Verts
pour qui c'est un enjeu crucial. On l'a vu aussi d'une manière pas tout à fait volontaire avec la fin du gaz russe. On a eu aussi en Allemagne, du côté du Conseil constitutionnel, un jugement sur l'approche en matière de politique climatique pour dire que ce n'est pas assez ambitieux. Donc il y a eu une révision de la loi climatique pour arriver à la neutralité en 2045. Et entre parenthèses, si c'est vraiment réalisable, c'est toute une autre question. Et si on regarde en fait l'évolution sur laquelle on est en ce moment, on n'y est pas encore. Et très concrètement, pour l'Allemagne, où l'industrie joue quand même un rôle important au niveau aussi de la richesse économique, donc c'est plus de 20% du PIB, beaucoup plus qu'en France par exemple, ça pose de véritables défis. Et en fait, notamment dû à la fin du gaz russe, dont l'Allemagne était beaucoup plus dépendante que la France. En parallèle, la sortie du nucléaire qui a été actée cette année, tout ça fait en fait que le niveau des prix de l'énergie a beaucoup plus augmenté ces dernières années. Pour donner un exemple concret, entre 2019 et 2023, en fait, le prix payé pour l'énergie dans le secteur, disons, énergivore, donc des industries qui consomment beaucoup d'énergie dans leur production, que ce soit de la chimie, l'acier, la métallurgie, en fait, le prix a presque triplé. Donc, c'est des enjeux et des défis particulièrement forts pour l'industrie allemande. Et en fait, à cela s'ajoute le contexte géopolitique qui était déjà mentionné, qui est moins propice aux exportations et donc aussi au modèle économique allemand. À cela s'ajoutent des faiblesses structurelles qu'on connaissait depuis un certain moment, que ce soit la bureaucratie, mais notamment aussi un manque de main-d'œuvre qualifiée. Donc l'année dernière, en fait, on avait en moyenne 630 000 emplois pour lesquels il n'y avait pas de réponse en matière de main-d'œuvre qualifiée qui correspondait. Donc il y a un véritable gap. Donc ça veut dire que c'est quand même une situation particulière, difficile de plusieurs côtés, où on est en train de repenser politique économique et politique industrielle en Allemagne. Dans ce contexte, fin octobre, en fait, c'était le ministre pour l'économie et le climat allemand qui avait présenté cette stratégie, proposé un papier de stratégie pour la politique économique et industrielle pour l'Allemagne d'avenir. Pour l'avenir, en fait, c'est un document d'une 60aine de pages qui fait un état de lieu de l'économie allemande, un bilan de l'action du gouvernement des dernières 2 années et les priorités pour l'avenir. Et en fait, lorsqu'on a déjà parlé de rupture et changement au niveau de politique économique chez nos partenaires, d'une certaine manière, c'est aussi vrai pour l'Allemagne. En fait, lorsqu'on regarde le document, il y a quand même une stratégie beaucoup plus assumée en matière de politique industrielle que c'était le cas par le passé. Donc, dans le passé, la politique en matière économique, c'était beaucoup plus d'inspiration ordolibérale, donner un cadre général. Et là, il y a vraiment une volonté beaucoup plus assumée d'intervenir pour des secteurs, pour des projets précis. Et donc, en fait, ce rapport, il constate la fin de la globalisation dominée par le marché et encadrée par les règles internationales. Et il présente la sécurité économique, donc la Wirtschaftssicherheit, comme nouvelle priorité pour la politique en matière économique. Donc, ça va donc, en fait, en son sein, il y a 2 stratégies. D'un côté, il y a l'élément de diversification. Et d'autre côté, il y a aussi cette idée de développer des bases de production propres en Europe, y compris en Allemagne, avec l'idée de développer une sorte de leadership technologique sur des produits spécifiques, ça veut dire de trouver des solutions innovantes et puis faire le scaling up et produire pour les marchés globaux. Donc, et peut-être derniers éléments, parce qu'en fait, il y a peut-être une trentaine de minutes, il y avait un autre jugement du Conseil constitutionnel qui
qui complique la chose pour le gouvernement allemand, ce qui concerne en fait tout le côté financement de la transition écologique du côté de l'État. En fait, c'est peut-être connu. Oui, voilà. Oui. Donc, en fait, l'Allemagne a une constitution financière qui est très contraignante concernant les investissements. Donc, formellement, en dehors des périodes de crise, en fait, l'endettement est très fortement limité par les règles. Sauf il y a des exceptions pour des moments spécifiques, comme les crises. Donc, dans les moments de crise, on peut s'endetter, c'est ce que les gouvernements allemands font. Et la dernière fois, lors de la pandémie, les fonds qui ont été levés, on ne les a pas utilisés tous. Et donc, on avait transformé ces fonds vers un fonds pour la transition de financement de la transition écologique. Et là, en fait, aujourd'hui, ce matin, c'est le jugement du Conseil constitutionnel qui a été officialisé pour dire que ça dépasse les limites de ce qu'on peut faire avec. Et donc, ça complique la chose côté financement et ça va renforcer le débat qui était déjà aussi posé dans le papier du ministre de l'économie il y a quelques semaines, de savoir si la constitution financière de l'Allemagne correspond aux défis que le pays confronte dans le contexte actuel. Merci Aileen. On va revenir à certains des sujets que vous soulevez un peu après, mais on va peut-être passer d'abord à l'Italie pour connaître mieux le débat là. Donc Fabrizio, à vous. Merci et bonjour à tout le monde. C'est ma première fois au Géco et c'est un plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation. Je pense que la situation italienne n'est pas trop différente du point de vue de l'économie réelle de la situation allemande, c'est-à-dire on avait la même dépendance du gaz russe ou presque qu'est l'Allemagne. Peut-être on avait une palette un peu plus large de fournisseurs parce que, vu la position sur la Méditerranée, on avait accès et on a encore accès, on a encore plus au gaz algérien et de la Libye, mais en tout cas, la situation était comparable. Et aussi du point de vue du tissu économique, la manufacture reste au centre de l'économie italienne, comme en Allemagne, avec une taille plus petite, mais les schémas de base est comparable. Je pense que la vraie différence est sur les instruments que les gouvernements ont à disposition. Et bien sûr, l'Allemagne a un espace fiscal beaucoup plus large, même si je vois qu'il a été limité aujourd'hui par la Cour constitutionnelle, vu l'Allemagne a beaucoup moins de problèmes de finances publiques. L'Italie a une énorme dette qui doit gérer. En même temps, l'Italie a été et reste les premiers bénéficiaires du plan européen Next Generation EU. Alors ça, c'est une chose qu'il faut souligner. Next Generation EU, qui a été adopté au moment de la pandémie et qui est constitué par deux types d'interventions, les grants, les subventions directes, et les loans, les prêts. Les pays qui ont fait recours à ces mécanismes sont tous les pays de l'Union européenne. Mais seulement l'Italie, et maintenant avec l'Espagne, mais seulement l'Italie a aussi eu accès aux prêts. Et c'est-à-dire, ce plan, ça signifie que pour l'Italie, elle a droit à des financements d'origine européenne qui sont presque 200 milliards, une chiffre énorme, un montant énorme. L'autre chose est que ce n'est pas seulement une question de quantité. En Italie, ça est devenu un sujet politique. Il n'y a aucun débat politique en Italie dans lequel on ne mentionne pas le PNRR. Okay?
Elle a été bien sûr aussi les sujets d'une crise politique et un changement de gouvernement, comme toujours en Italie. Et en France, c'était une sorte de petite addendum à la loi des finances, non, le plan de relance. Il n'y a pas eu vraiment un débat dans l'opinion publique. En Italie, il y a un débat dans l'opinion publique, il y a un débat sur les journaux, il y a un débat entre les économistes, et il y a un débat aussi entre les entreprises. Pour les entreprises, c'est un atout très important, avoir accès ou pouvoir bénéficier de cet instrument. Alors ça, c'est une péculiarité italienne que je veux souligner, qui va durer encore pour les prochaines années. Les plans durent jusqu'à 2026, mais probablement il doit être prolongé parce que, pas seulement en Italie, mais la mise en place de tous les mécanismes pour dépenser ces montants est compliquée et est plus lent qu'on pouvait penser, et qui reste un grand instrument pour faire reprendre un peu la ligne des croissances, la ligne de la croissance des bases italiennes. L'autre débat en ce moment est sur, bien sûr, les règles fiscales européennes qui ont été suspendues au moment du Covid et qui, en ce moment, sont en négociation à l'ECOFIN à Bruxelles. Vous savez qu'il y a eu une proposition de la Commission pour une philosophie nouvelle, plutôt différente de ce qu'on avait sur les règles fiscales de l'Union. Pour l'Italie, c'est un débat particulièrement important parce que, bien sûr, avec la dette et avec les problèmes qu'on a eus dans les années passées, ça reste un thème qui est aussi perçu par l'opinion publique d'une façon très claire. On pourrait voir ce qu'il y a parler de ce qu'il y a dans ces nouvelles règles sur ce qu'on appelle la clause verte. C'est pas beaucoup. Il y a quelques petits ajustements qu'on peut faire si on fait des investissements verts, mais pas assez pour vraiment justifier une vraie exception aux investissements verts. En ayant dit ça, je veux dire que au-delà de ces instruments, les problèmes sont exactement les mêmes en Italie, en France et en Allemagne, je dirais. Merci Fabrizio. Alors, merci pour vos questions. On va revenir aux questions un peu plus tard, mais ils sont excellents déjà. Sébastien, je voulais revenir avec une question très simple à ce que vous avez dit. Est-ce que le monde n'est pas un peu à l'envers quand on est dans une espèce de course aux subventions entre les Européens, les Américains, quand finalement, tous les deux, on est face à la Chine et on devrait avoir plus de coopération entre les pays de l'Occident sur ces questions de la transition écologique? Oui, le monde est... Enfin, la concurrence internationale est complexe aujourd'hui. Moi, je dirais essentiellement pour une raison économique et pour une raison politique. La raison économique, c'est qu'on est revenu, disons, on est beaucoup plus sensible aujourd'hui, ça a été dit un peu notamment par Sylvie tout à l'heure, au fait que la mondialisation ne fait pas que des gagnants, qu'elle a des effets, aussi des coûts d'ajustement, ou des effets déstructurants ou déstabilisants, parfois inégalitaires, qu'il faut traiter. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, il est plus profond, c'est qu'on est dans un monde très interdépendant aujourd'hui, un monde où la mondialisation, il n'y a pas de démondialisation à mon sens, il n'y a pas de tendance établie à la réduction des interdépendances. Elles sont toujours très fortes. Mais, contrairement à ce qui pouvait être le cas, par exemple, dans l'immédiate après-guerre froide, où il y avait une domination américaine qui stabilisait un peu, si vous voulez, qui déterminait complètement le cadre politique, aujourd'hui, on est dans un contexte de rivalité de grandes puissances. Donc, le climat géopolitique est beaucoup plus tendu. Ça, c'est à différents niveaux, parce que ce n'est pas seulement les grandes puissances, mais je pense que c'est lié. Après, il y a des tensions régionales beaucoup plus fortes. On voit malheureusement très bien, je pense que tout le monde voit très bien de quoi je parle. Qu'est-ce que ça change? Ça change que quand on a des relations économiques, ce sont aussi des relations d'interdépendance. Et je crois qu'on les voit très différemment dans un contexte géopolitique tendu, qu'on les voyait dans un contexte géopolitique qu'on considérait comme pacifié. D'autant plus que les exemples se sont multipliés au cours des années de la possibilité d'instrumentaliser
ses relations économiques et financières à des fins politiques. D'ailleurs, il faut dire que c'est les États-Unis qui ont montré l'exemple de ça, et souvent pour de bonnes raisons. Je veux dire, ça a commencé par la lutte contre le terrorisme après septembre 2001. Enfin, ça avait commencé bien avant, mais je veux dire, ça s'est accentué à ce moment-là. Ça a été utilisé très fortement contre la Corée du Nord, contre l'Iran. Aujourd'hui, pour la Russie, et je veux dire honnêtement, enfin, je trouve qu'on a d'excellentes raisons, enfin même on avait presque, à mon avis, un devoir moral de sanctionner la Russie. Mais ça change le regard qu'on porte tous sur les interdépendances économiques. Les entreprises, parce que ça veut dire que les risques géopolitiques doivent être vraiment dans leur espace de décision, et les États, parce que ça veut dire qu'ils ne peuvent plus considérer que, en tout cas, plus voir de la même manière la dépendance à des approvisionnements étrangers en termes de sécurité. D'où un peu le slogan aujourd'hui, enfin l'obsession de la sécurité économique. Et donc, point lié, et juste je m'arrête là pour ne pas être trop long, dans cette révolution en cours de la transition écologique, il y a des technologies qui ont une importance stratégique. Et tous les États se disent, il faut que je le maîtrise, il faut que j'en ai une maîtrise au moins partielle pour ne pas trop dépendre de l'étranger. Je crois que la difficulté, c'est de faire avec ce monde nouveau dans lequel on vit, sans sombrer dans l'oubli de tout ce qui a fait, tous les bénéfices qu'ont été l'ouverture, sans voir que, par exemple, aujourd'hui, une stratégie d'isolement est une stratégie qui est un échec par définition, parce qu'en fait, dans la plupart des secteurs les plus sophistiqués, l'ouverture, la spécialisation est tellement poussée que l'ouverture est une condition sine qua non d'efficacité économique. Première chose. Et deuxième chose, on a besoin d'alliés, on a besoin de partenaires. Et donc c'est frappant de voir qu'aujourd'hui, malgré tout ce que je viens de décrire comme tension géopolitique, on a une multiplication des partenariats, des accords de libre-échange qui sont négociés partout dans le monde. Donc on dit que, et c'est vrai d'ailleurs que la Chine, par exemple, a tendance à plus se refermer par rapport à ce que c'était il y a quelques années. Néanmoins, la Chine assume publiquement, officiellement même, l'ambition de développer un réseau mondial d'accords de libre-échange. Et donc les États-Unis, eux, ils font des partenariats en Indo-Pacifique, aux États-Unis, en Amérique, en transatlantique aussi, et ainsi de suite. Merci. Sylvie, je sais que vous avez envie de poursuivre ça, mais je vais ajouter une question et vous allez répondre aux deux en même temps. Donc la question, c'est plutôt, il y a un retour de la politique industrielle dans nos pays. Est-ce que ce n'est pas un peu un retour à l'arrière, une espèce de colbatisme du passé? Et comment marier cela précisément au marché et au besoin d'avoir des entreprises innovantes et des entrepreneurs et des start-up, etc., un marché fort, des entreprises privées fortes. Bon, alors, si je savais, je ferais breveter immédiatement la solution, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui la cherchent. Donc je vais faire une réponse assez modeste et qui va un peu rebondir sur ce qui a été dit très justement. Aileen, par exemple, a parlé de l'ordolibéralisme allemand. Je fais quand même une note de bas de page, parce que c'est un concept qui n'a jamais été compris en France. Les Français ont souvent entendu libéralisme, ils n'ont pas compris le ordo. Ça ne voulait pas dire que l'État ne jouait aucun rôle. Ça voulait dire que l'État jouait des fonctions qui étaient extrêmement importantes, comme assurer une bonne formation. Aileen a été la seule à parler de la main-d'œuvre, mais si vous donnez par des universités, par des formations professionnelles et par des passerelles entre les deux, ce qui est la grande force de l'Allemagne, c'est d'avoir à la fois des gens qui ont des cursus, je dirais, dans les entreprises et puis qui après peuvent accéder à des postes de responsabilité enfin, il n'y a pas la même cassure qu'il y a chez nous. Bon. La formation, la défense des droits des syndicats. N'oubliez pas que dans les entreprises allemandes, les syndicats participent au conseil d'administration. Moi, j'ai travaillé dans une boîte allemande, c'est une réalité dont les Français n'ont aucune idée. Ce qui a d'ailleurs aidé à prendre des décisions bonnes ou mauvaises, mais qui ont été des décisions de modération salariale pendant des années, parce que voilà, les entreprises avaient peut-être plus conscience, les salariés avaient peut-être plus conscience que dans le grand jeu de la compétition mondiale, il faut aussi avoir conscience des coûts de production. Le fait que la monnaie ne soit pas un enjeu avec lequel on joue et qu'on fasse de la dette, et là, de ce point de vue-là, j'entends souvent en Italie ou en France dire « Ah, mais nous, on a moins de marge de manœuvre que les Allemands ». Oui, parce qu'on a moins bien géré nos budgets aussi. Faut pas... je veux dire, faut quand même appeler les choses par leur nom. Voilà, c'est une chose. On a pris des engagements, comme dirait Sébastien, vis-à-vis de nos partenaires européens, qu'on n'a pas respectés. Et c'est un peu embêtant pour nous-mêmes, d'ailleurs, pas seulement vis-à-vis de Bruxelles. Bon. Bref, tout ça pour dire que je crois qu'il ne faut pas caricaturer. On n'était pas dans des pays... Et alors, le marché intérieur, avec toutes ces règles...
Moi, ce qui me fait rire, c'est que les gens ont toujours dit que on était passé à un libéralisme excessif. Il y a eu des excès, il y a eu peut-être des démantèlements d'infrastructures. Moi, je suis plutôt pragmatique, je refuse l'idéologie. Enfin, on est quand même en Europe dans des marchés régulés et dont les gens se plaignent qu'il y ait trop de règles. Et d'ailleurs, parfois, les règles sont trop tatillonnes ou vont trop loin. Donc, le cadre qu'on avait, c'était plutôt l'État assure un certain nombre de choses, mais ne décide pas si on doit faire tel type de voiture ou tel produit ou faire ceci, cela. Franchir ce pas, il faut peut-être le faire, mais il faut le faire intelligemment. C'est-à-dire que, par exemple, en Europe, on a défini des projets d'intérêt commun européen, les batteries, ça peut être de la biotechnologie, ça peut être... Voilà. Si on définit ensemble des secteurs dont on pense qu'ils ont besoin d'être soutenus parce qu'ils exigent des investissements considérables, parce qu'on n'est pas là où on devrait être, ça peut avoir du sens. Encore une fois, je pense qu'il faut concevoir des garde-fous pour deux raisons. La première raison, c'est utiliser le mieux possible l'argent public. Je me souviens d'un dessin dans Le Monde, vous savez, des givrés, là, les petits pingouins, où il y avait le dessin d'une ligne de TGV après décision politique. Alors vous aviez 2 points qu'il fallait rejoindre, et puis vous aviez un espèce de détour comme ça. Et en fait, ça, c'était la circonscription du ministre qui était au pouvoir. Bon, voilà. Donc il faut éviter que les décisions d'utilisation de l'argent public soient prises pour de mauvaises raisons. La deuxième chose, c'est le marché intérieur. Pourquoi on avait une interdiction des aides d'État en Europe ? C'est quand même important de l'expliquer. C'est qu'en 1957, on a mis ensemble des pays qui avaient des capacités plus grandes et des pays qui avaient des capacités plus petites. Vous aviez la France, l'Allemagne, l'Italie d'un côté, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique. Il est évident que la masse d'argent que le Luxembourg peut mettre à la disposition de son industrie n'est pas tout à fait la même que celle que l'Allemagne peut mettre. Si vous regardez des statistiques qui ont été produites par la Commission européenne l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'avec le Covid, on a relâché l'interdiction des aides d'État ? Ce qui a été distribué, je vous cite les chiffres de mémoire, mais je crois que ça va encore, ma mémoire, c'est 53% l'Allemagne, c'est 25% la France, c'est 8 ou 9% l'Italie, et le reste, c'est des peanuts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on continue comme ça, une entreprise qui est située en Baden-Württemberg, moi je suis très pro Baden-Württemberg, parce que notre institut est là-bas, mais ou n'importe où, peut avoir des moyens qu'une entreprise qui est à 15 km du côté français ou entre l'Allemagne et l'Autriche ou entre la Grèce et la Bulgarie ou je ne sais quoi, les moyens seront différents. Alors que l'entreprise en elle-même, elle n'est pas moins bonne, elle n'est pas moins compétitive et c'est peut-être dans le pays qui a le moins de moyens que vous avez des gens qui ont le plus innové. Voilà. Donc, premièrement, ne pas gaspiller l'argent public. Deuxièmement, être sûr qu'on ne détruit pas le marché intérieur. Après, qu'il faille s'adapter à un monde qui change. Et c'est ce que je voulais dire, si je puis me permettre de parler un peu plus. Je voulais faire une petite remarque. C'est que le plus fou, c'est que, j'allais dire, nous nageons tous dans des contradictions. Janet Yellen, la ministre des Finances américaine, a fait en avril 2022, de mémoire, si je ne me trompe pas, un grand discours sur ce qu'elle a appelé le friend shoring. Ça veut dire, en gros, les amis vont se serrer les coudes, les alliés vont se serrer les coudes. On va repenser les chaînes de valeur un peu dans le sens de la question, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à ce que l'Occident... Bon. Et quelques mois après, il y a eu le IRA qui encourage à acheter américain. Et chez nous, c'est pareil. Je dirais que la plupart des déclarations politiques oscillent en fonction des moments entre... on va donner du travail et de la production chez nous, ce qui n'est pas illégitime. Encore une fois, il faut comprendre, on a aussi des mouvements nationalistes, populistes très dangereux parce qu'on est peut-être allé trop loin dans la protection du consommateur par rapport à la protection du producteur. Donc on a besoin d'avoir des emplois chez nous. On a besoin, comme a dit Sébastien, de détenir des chaînes de valeur sur des productions qui sont des productions stratégiques, que ce soit les puces ou que ce soit certains médicaments. On l'a vu pendant le Covid et ça pourrait être d'autres choses, garder l'autonomie alimentaire, etc. Et d'un autre côté, tous nos dirigeants savent très bien que la spécialisation économique, c'était de produire un peu différemment et de ne pas dire tout le monde fait tout partout. Voilà. Donc on est en oscillation entre ces deux impératifs. Malheureusement, je n'ai pas la solution. Mais ce que je trouve sympa, et je tiens quand même à saluer aussi le fait que nous avons dans cette table ronde 2 francophones exceptionnels qui ont fait le voyage d'Allemagne et d'Italie et que je les remercie.
plus notre modératrice exceptionnelle qui est britannique et qu'on aime beaucoup parce que même s'il y a eu le Brexit, on les aime encore. Excuse-moi, Sophie. Britannique et européen. Fabrizio, vous voulez, je pense, revenir à ce qu'avait dit Sylvie. Oui, je vais être un peu provocateur vis-à-vis de ce que Sylvie vient de dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi que effectivement les aides d'État et une complète liberté sur les aides d'État peut vraiment déchirer les marchés uniques. Hein. Parce qu'effectivement, ça pose sur des niveaux d'inégalité très très forts entre les pays qui ont l'espace fiscal pour donner les aides et ceux qui ne donnent pas. Alors la réponse normalement est de dire bon, alors il faut faire des projets communs, il faut faire commencer à avoir un bilan commun au niveau européen, un peu comme on a fait avec Next Generation EU. Il faut faire des projets qui vont être qui vont dans le même sens, surtout dans les secteurs de la transition écologique et Repower EU. Alors, ça c'est très bien, si on arrive à les faire. Moi, j'ai quelques doutes qu'on arrive à les faire, et ma peur, je crains vraiment qu'à la fin, on n'a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, on n'a ni les aides d'État, ni les projets communs. Et l'Europe, vraiment, arrive complètement démunie vis-à-vis les défis que les autres grands blocs nous posent. Il y a aussi une question un peu plus subtile et un peu plus, si vous voulez, un peu, comment dirais-je, défensive, mais quand même, s'il y a des aides d'État qui sont bien construites et bien gérées pour l'industrie allemande, sûrement l'industrie italienne qui participe à la chaîne de valeur de l'industrie allemande y bénéficie aussi. Il ne faut jamais aussi sous-estimer l'interconnexion entre les différentes économies. Sur le plan plus général, si je peux ajouter 2 minutes, moi je travaillais plusieurs années au gouvernement de responsabilité dans les secteurs économiques, et vraiment on s'est penché beaucoup sur quelle politique industrielle, surtout pour un pays qui n'a pas des grands champions comme la France, qui est beaucoup plus fragmenté et qui a une grande vitalité quand même entrepreneuriale. On a beaucoup débattu sur cette idée de la politique industrielle par facteur au lieu que par secteur. Et on a lancé un programme qui s'appelle encore Industria 4.0, qui a vraiment bénéficié de l'industrie italienne. Que je pense que si l'économie italienne a donné des signes de vitalité dans les dernières années, c'est aussi grâce à ces programmes qui donnent des aides aux investissements, n'importe quel type. Bien sûr, il y a une aide particulièrement importante si l'investissement va dans 2 secteurs, la digitalisation et la transition énergétique et climatique, si vous voulez, plus en général. Maintenant, je n'ai pas une réponse à ça. Je me demande si ça, c'est encore suffisant. Aussi, comme disait Sylvie, il faut voir aussi certains secteurs, comme l'Union européenne est en train de faire, dans lesquels il faut vraiment caler des programmes et des projets spécifiques. Je pense que la réponse doit être positive. Il y a les défis de la transition énergétique et, si vous voulez, si j'utilise ces termes, la transition géopolitique que nous avons devant nous, nous pose des défis trop importants pour ne pas avoir une intervention dans certains secteurs. Choisir les secteurs, ça fait partie de l'habilité et de la sagesse des hommes politiques. Merci Fabrizio. Ça ne me rassure pas tout à fait. Je vais passer peut-être une question parce que ça vous concerne, Eileen. Il y a une bonne question sur le franco-allemand. Comment gérer le conflit d'intérêts entre la France et l'Allemagne sur les questions d'énergie? Et surtout la question nucléaire que les Allemands ne veulent pas trop entendre parler. C'est une très bonne question. Si j'aurais la solution miracle, je pense que je ne serais pas ici aujourd'hui. Pour être sérieux, il faut reconnaître que la politique en matière de choix énergétique, ça se fait au niveau national. C'est légitime du côté allemand de sortir du nucléaire,
mais c'est tout aussi légitime du côté français de miser sur le nucléaire. Et je veux dire, dans le cadre des règles existantes, les deux ont fait leur choix à eux, et il faut le respecter. Et après, sur cette base de reconnaissance d'une divergence sur le fond, il faut trouver un compromis. Il faut évidemment, il y a des enjeux de compétitivité derrière, pour les deux côtés. C'est un atout pour l'industrie, pour la production en France. Ça pose des questions en matière de production en Allemagne. Et ça donne un peu le cadre où il faut un compromis dans le sens de... On ne peut pas mettre, à mon sens, sur le même niveau de soutien les énergies qui sont vraiment... les énergies renouvelables, qui sont vraiment l'instrument pour pérenniser la transition écologique. C'est ça qu'il faut développer et implanter en ce moment. Ce n'est pas tout à fait la même situation pour un parc nucléaire existant. Et je pense qu'à un niveau global, il faut respecter qu'on ne peut pas le rentabiliser. Il faut en trouver un compromis qui reconnaît que c'est une énergie bas carbone, ce qui est vrai. Donc c'est bien dans une logique de baisse des émissions. Mais pas sur le même niveau de soutien en termes de financement, en termes d'exception pour ce qui est la promotion des énergies renouvelables. Donc c'est ça l'espace où il faut trouver un compromis au niveau politique. Je pense que c'est ça. Vous voulez revenir, Sébastien, sur ce point ? Peut-être compléter, enfin Hélène a très bien décrit les principaux tenants et aboutissants. Moi, je veux peut-être juste souligner l'importance de ce défi, c'est-à-dire qu'on a connu des crises énergétiques dans le passé. La particularité de la crise énergétique récente qui a suivi la guerre en Ukraine, c'est que, pour faire simple, elle est régionale. Elle n'a touché, entre guillemets, presque que l'Europe. Quand il y avait, en gros, quand on s'appuyait simplement, essentiellement sur le pétrole, je dirais, il se déplace à tous les coins du monde. Il peut y avoir des coûts de transport différents, ça peut un peu varier, mais globalement, il a le même prix partout. Le gaz, c'est pas du tout la même chose, et l'électricité non plus. Donc, il y a une régionalisation des marchés mondiaux de l'énergie, et l'Europe, par rapport à cette tendance, ou cette crise en l'occurrence, est dans une position de faiblesse particulière parce qu'elle a été la première affectée. Donc il y a un défi extraordinaire parce qu'évidemment, l'industrie, c'est consommateur d'énergie. Hein. Donc c'est 1/6 de nos émissions de carbone et c'est dans beaucoup de secteurs très énergivores, et il y en a beaucoup en Allemagne notamment, c'est particulièrement important. Donc premièrement, je veux souligner l'importance du défi. Deuxièmement, je pense qu'il faut bien comprendre, mais enfin bon, je redis à ma façon, mais ce qu'Hélène a très bien dit précédemment, il y a différents enjeux là-dedans. Il y a effectivement l'enjeu d'accélérer la transition. Donc il y a le fait qu'il faut coordonner un contexte où il y a une politique climatique qui est définie au niveau européen et une politique énergétique qui est une compétence nationale. C'est pas évident. Donc nous en France on dit il faut la neutralité technologique parce que finalement c'est du domaine national. Et puis après il y a des conséquences directes parce que là aussi les répercussions sont directes sur la compétitivité et sur la cohérence de ce qu'on fait au niveau européen. Parce que les conséquences sur la concurrence en Europe, elles sont absolument directes, elles peuvent être extrêmement fortes. Voilà. Et donc, d'où la préoccupation allemande, que moi je traduis comme étant essentiellement, attention, les facilités, notamment financières, qu'on offre pour accélérer la transition, elles ont des impacts majeurs sur le prix de l'énergie, sur la compétitivité de l'industrie. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Effectivement, il faut respecter le genre de différence qu'a très bien souligné Hélène. Mais moi, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat parce que les deux réponses sont parfaites et on passe à la question suivante, on peut faire ça. Moi, j'ai un doute, mais à titre hyper personnel, hein. Je ne sais pas si on peut garder un marché unique dans lequel les systèmes électriques sont totalement interconnectés. Vous êtes dans votre salle de bain le matin, vous ne savez pas si ça vient d'une centrale nucléaire française, du gaz en Italie, parce que les réseaux d'électricité sont totalement interconnectés. Et je ne sais pas si on peut garder un marché intérieur où chacun décide sur un sujet pareil. Sincèrement, alors là, pour le coup, tout le monde en ce moment nous fait la grande leçon qu'il faut penser géopolitique, qu'il faut utiliser l'Europe, qu'il faut être fort face aux autres. Et là, on se tire dans les pieds, il faut quand même le dire. Et la relation franco-allemande est abîmée à cause de ça. Elle n'est pas
irréparablement abîmé, mais c'est un vrai problème. On prétend avoir une industrie commune, on prétend être fort vis-à-vis du reste du monde ensemble, on prétend gérer des problèmes géopolitiques, et Sébastien l'a très très bien dit. Il y a cet impact régional lié à la guerre en Ukraine. Qui sait ce qui va se passer au Moyen-Orient? On peut très bien demain avoir un problème à la fois sur le gaz et sur le pétrole. Donc je vais vous dire, d'abord, la première chose, c'est que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, et qu'on pourrait faire un plan européen, mais massif, rapide, pour diminuer notre consommation. Après, on sait que la consommation d'électricité va augmenter dans les années qui viennent, et d'ailleurs, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça va un peu Madame Michu, ce que je vais vous dire, mais j'en ai marre que partout on me mette de la signalétique électrique. C'est-à-dire, on est en train d'augmenter les consommations d'énergie au moment où on devrait les réduire. Bon, bref. Donc, on n'est pas du tout dans un état d'esprit où on commence à faire des choses à la hauteur du discours géopolitique. Moi, c'est ça mon angoisse matin, midi et soir. On nous raconte qu'on est dans un monde plus dangereux où il va falloir se serrer les coudes. Et après, on nous dit « Ah, mais oui, mais le marché, l'Europe, elle est comme ça, il y a des compétences nationales, on ne peut pas y toucher. » À une époque, on a fait l'euro. Hein. À une époque, on a aboli les frontières. Quand il y a eu la chute du mur de Berlin, Mitterrand et Kohl, ils ont accéléré la construction de l'euro. C'était pas évident, et Helmut Kohl a perdu les élections à cause de ça. Et c'est ça la question qui est devant nous. Est-ce qu'on a des politiques qui veulent simplement gagner les élections, ou est-ce qu'on a des gens qui prennent leurs responsabilités de manière à ce que nos pays soient le mieux équipés possible dans la compétition mondiale? Et là, je ne crois pas, encore une fois, avec beaucoup de respect pour ce que vous avez très très bien dit tous les deux, à titre strictement personnel de mère de famille, je me dis, mais peut-être qu'il y en a marre de défendre un système qui ne marche pas. Merci. Merci Sylvie. On va précisément peut-être prendre une question qui touche le consommateur, et c'est une question très concrète. Est-ce que les hommes et les femmes, la question ne concerne que les hommes politiques, mais je vais ajouter les femmes politiques, sont pas trop déconnectés de la réalité pour le consommateur quand ça concerne la voiture électrique. Je vais peut-être vous poser une question. Qui ici, dans vos foyers, dans le foyer de vos parents, possède déjà une voiture électrique? Ah, c'est pas mal. C'est minoritaire, mais c'est pas mal. Mais on reconnaît que c'est l'avenir, mais comment y aller? Comment arriver? Est-ce que les hommes et les femmes politiques sont trop déconnectés? Est-ce qu'ils ont pris le mesure? Qui veut répondre à ça? Excusez-nous parce qu'on a fait des commentaires. Ah, mais là, vous n'êtes pas discipliné. On se demandait si la salle était représentative ou est-ce que les gens qui viennent écouter un débat sur le Green Deal ne sont pas des gens qui s'intéressent. C'était pas non plus. C'est une bonne question. On papotait pas de manière neutre. Donc la question, c'est est-ce que les hommes et les femmes politiques, ça rejoindre votre point, Sylvie, sont pas trop déconnectés de la réalité? La réalité, c'est qu'il faut accélérer la transition vers l'électrification de la voiture. Enfin, moi, si vous voulez, ce qui me gêne beaucoup quand on emploie le mot réalité, je ne sais pas de quoi on parle. Parce qu'il ne s'agit pas d'opposer, évidemment, des familles qui n'ont pas d'argent pour changer la voiture et des scientifiques qui disent que la planète va mourir. Enfin, si on continue comme ça, on va aboutir à rien. La réalité existe à la fois dans le budget familial et dans les chiffres du changement climatique. Les deux choses sont réelles. C'est ça que je voudrais vraiment qu'on comprenne, premièrement. Et la deuxième chose, c'est que moi, je n'ai pas trouvé la personne avec qui on peut aller négocier pour avoir plus de temps sur le climat. Non, parce que franchement, dans certains débats politiques, et je vise personne en particulier, je ne dis pas que ce soit facile, c'est pas Yaka Faucon. Mais on est dans un cas qui est vraiment unique dans l'histoire de l'humanité, à mon avis. C'est-à-dire que comme on a fait les bêtises tous ensemble, il n'y a pas un endroit où on peut aller en disant « Alors écoutez, vous savez quoi, là, vous nous donnez 20 ans de plus ». Parce que regardez ce qui s'est écrit dans les années 80 sur le climat. Hansen, relisez. Hier soir, j'étais dans un dîner, ils ont relu un texte génial. C'est la lettre à l'éléphant de Romain Gary. Romain Gary a écrit un éléphant pour dire que tout ce qu'on faisait en tant qu'être humain allait faire disparaître la planète. Ce texte est de 1968, il est absolument génial. Donc, il parle déjà du changement du climat. Parce que même les gens me disent, oui, mais il y a eu la guerre nucléaire, on aurait pu s'entretuer entre les Russes et les Américains. Oui, mais on pouvait mettre autour d'une table un représentant de l'Union soviétique, un représentant des États-Unis. Ils avaient 300 fusées, ils en avaient 400 ou l'inverse, j'en sais rien. Puis chacun disait j'enlève 10 fusées, j'enlève 10 fusées. Bon, voilà, on avait des gens qui pouvaient négocier.
Moi, j'ai participé, quand j'étais à la Banque de France, modestement, à des réunions du G20, et ça m'a toujours frappé. Parce que les États font comme si... Alors, on fait des accords, hein. Mais en fait, il manque, je ne sais pas, on peut penser le créateur, l'être divin, ceux qui ne croient pas diront le hasard, mais il manque un interlocuteur dans la salle. Vous pouvez discuter pendant des heures avec les Américains ou les Africains ou les Chinois, mais personne n'a le pouvoir de nous donner plus de temps. Voilà, c'est pour ça que je veux dire, la réalité, elle est autant du côté des scientifiques que du côté des familles. Donc il va bien falloir qu'on trouve un moyen d'y arriver. Et c'est pour ça que Aileen a bien fait aussi de dire qu'il y a des règles sur l'emploi des budgets. Moi, je suis un peu inquiète quand on fait croire que l'argent pousse sur les arbres. En ce moment, vous avez un discours de la part de certains économistes qui consiste à dire « parce qu'on a des besoins, on va trouver l'argent ». Voilà. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à trouver toujours l'argent si on ne se serre pas la ceinture pour autre chose. Mais je pense que c'est précisément cette question. Qui finance cette transition qui concerne le consommateur? Est-ce que c'est le consommateur qui finalement doit financer sa voiture électrique? Est-ce que c'est au gouvernement? Est-ce que c'est à l'Europe? Et c'est qui l'Europe si ce n'est pas nous? Sébastien. Pour moi, ce que vous soulignez à juste titre, c'est que ce n'est pas un problème tellement technologique, ni même finalement tellement économique, c'est un problème qui est fondamentalement politique et social. Parce que, au fond, les interlocuteurs, justement, c'est nous-mêmes de l'espèce humaine, je veux dire, et il y a une transition qui est forcément extrêmement difficile, elle est soudaine et elle est très coûteuse en fait. Donc il faut répartir ce coût. On a bien vu de différentes façons, donc maintenant les Gilets jaunes c'est devenu un peu l'exemple, le pont aux ânes de ce sujet, parce que c'était particulièrement frappant de savoir, parce que c'était frappant sur la difficulté à faire accepter des changements, à les rendre socialement acceptables. Non seulement c'est coûteux, mais en plus c'est très inégal, parce qu'on est tous très inégalement affectés. En France, par le coût d'une taxe carbone, dans le monde, par le réchauffement de la température, et on voit bien que très souvent, c'est les peuples, les pays qui sont les moins fautifs en termes d'émissions cumulées depuis le début de la révolution industrielle qui sont potentiellement les plus affectés. Donc ça pose des questions de répartition du coût qui sont extrêmement difficiles. Donc c'est un problème éminemment social et politique. Donc moi je ne dirais pas que les hommes et femmes politiques sont déconnectés, je dirais qu'ils ne sont pas tous d'accord, hein, parce qu'évidemment on a énormément de mal à faire accepter une distribution de ce coût dans la population. Déjà, il faut faire accepter le fait que c'est coûteux, qu'il va falloir faire des sacrifices, hein, ce que je disais assez bien. Et ensuite, qui va les assumer? C'est encore une question encore plus difficile, finalement. Oui. Fabrizio. Oui, c'est peut-être utile de rappeler quelques chiffres sur lesquels il y a un certain consensus. C'est pas complètement, ils ne sont pas tous d'accord, les experts, mais quand même, il y a un certain consensus qu'il faudrait avoir des investissements de 2% du PIB l'année jusqu'à 2030 pour achever les targets européens, les buts européens de réduction des 55% des émissions en 2030. Et les experts nous disent que plus ou moins ça doit être 1% mis par l'État, par le secteur public, et 1% par le secteur privé. Ce sont des chiffres très importants. J'ai même une liste là faite par Bruegel qui dit par exemple que la France doit investir 9 milliards dans l'énergie, 2 milliards dans l'agriculture, 4 milliards dans l'industrie, 21 milliards dans les résidentiels. Ça, c'est aussi... c'est aussi plus compliqué certains secteurs, comme celui de l'immobilier et de la restructuration immobilière, parce que c'est plus magmatique, c'est plus compliqué, c'est plus fragmenté. C'est pas seulement comme rendre plus efficace l'usine d'une grande entreprise. Alors c'est un grand défi. Et peut-être on pourrait parler un peu du contribut du secteur privé, parce que c'est fondamental. Hein. Allez-y, parce que c'était un peu le sens de ma question avant, c'est-à-dire est-ce que l'Europe a le tissu, à la fois l'innovation nécessaire et le tissu industriel nécessaire pour répondre à ce défi? Je peux dire un truc positif, mais je veux pas. L'Europe a de l'épargne.
franchement, il ne faut pas non plus qu'on pense qu'on part dans tout ça en pouvant rien faire. On est un continent un peu vieillissant, c'est pas très agréable, mais il y a aussi un aspect, c'est qu'il y a beaucoup d'épargne. Les taux d'épargne des Européens sont énormes. On n'est pas capable... Alors, je ne dis pas qu'il faut que toute l'épargne reste en Europe, parce qu'une partie du problème, c'est par exemple de bien équiper l'Afrique, de permettre... Encore une fois, le problème du climat est mondial, donc il ne s'agit pas d'empêcher l'épargne européenne d'aller sur certains bons projets ailleurs, mais peut-être d'éviter qu'une grande partie de l'épargne parte simplement sur des bons du Trésor américain ou des choses comme ça. Bon. Ça, c'est une première chose qu'on peut faire. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il faut quand même souligner les efforts qui ont été faits par la finance pour s'intéresser au sujet. Les banques centrales y ont contribué, il y a eu des entreprises financières, et il est évident que par le biais d'une bonne allocation des ressources via la finance, on peut mettre de l'argent dans les meilleures entreprises, celles qui vont avoir des produits qui sont moins consommateurs de CO2, etc., etc. Il y a des changements de comportement. Ça, je le dis aussi toujours devant les grands publics, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, mais c'est un peu l'histoire du colibri. C'est pas parce que je prends mon vélo demain matin que ça va changer. » Mais moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut que chacun y mette un peu du sien. Ça changera pas tout, mais vous avez un pouvoir comme consommateur. Je peux vous dire que pour travailler beaucoup avec des entreprises et avec des financiers sur là où ils investissent, si les consommateurs n'achètent plus certains produits, je vais vous dire, il y en a qui vont être bien embêtés. Voilà. Donc, par vos actes, vous pouvez consommer moins, vous pouvez consommer mieux. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une chose qu'il faut réintroduire, parce qu'on a beaucoup parlé de sacrifice, et moi je le dis et je l'assume. Ça ne sera pas un chemin pavé de roses. À l'inverse, il y a quand même une chose qui est absolument prouvée, c'est que la plupart des choses que vous faites pour le climat sont bonnes pour vous. C'est-à-dire, si vous marchez au lieu de prendre votre voiture, c'est bon pour votre santé. Si vous mangez moins de viande au lieu de vous gaver de choses grasses, c'est bon pour votre santé. Si vous consommez différemment, vous ne serez pas forcément malheureux. Et c'est là que je crois qu'il faut qu'on construise quelque chose qui soit équilibré, tout à fait sincère sur l'énormité de l'effort qu'il y a à faire, sur la redistribution, comme a très bien dit Sébastien, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui vont y perdre, il va y avoir des marchés qui vont aller d'un endroit à l'autre, etc. Mais sur aussi le fait que ça peut aboutir à une société qui, sans être bisounours, est un peu meilleure pour la santé et un peu plus solidaire. Parce que moi, ce que je trouve énormément intéressant, enfin, on n'a pas parlé d'un aspect, c'est l'aspect un peu sociologique de la transformation. Moi, je l'ai vécu à la Banque de France. Enfin, ce sont des thèmes qui motivent, ce sont des thèmes qui permettent aux jeunes générations d'arriver avec une vision, des compétences que les plus âgés n'ont pas. L'autre jour, j'ai participé à une rencontre pour CDC Biodiversité, dans la filiale Biodiversité de la Caisse des dépôts et consignations. Sur les panels, je vous assure, l'âge moyen, ça devait être en dessous de 30 ans. Donc je suis allée voir la présidente, qui est une femme formidable. Je lui ai dit, c'est vraiment formidable, vous avez mis en avant vos jeunes équipes. Et elle a eu l'honnêteté de me dire, oui, je le fais volontiers, mais ils sont meilleurs que nous. Voilà. Donc c'est pour dire, voilà, je ne veux pas faire le moment un peu on sourit et tout, mais je crois que c'est extrêmement important, vu l'ampleur de la transformation à accomplir, qu'on n'oublie pas les atouts qu'on a, de l'épargne à la science, etc. Sur la technologie, quand vous discutez avec certaines startups, il y a des choses incroyables qui se passent. On ne sait pas si ça va être étendu de manière suffisante pour avoir un impact. Encore une fois, je ne dis pas que ça se fait très vite, mais il y a des changements technologiques hyper importants. Je conclus sur un point. Moi, quand je travaillais avec le président de la commission, Romano Prodi, à Bruxelles, on était fiers comme tout d'avoir amené ITER en Europe. ITER, c'est le projet de fusion nucléaire qui ne présente pas du tout les dangers, les déchets de la fission. C'était au début des années 2000. Malheureusement, pour l'instant, on n'en est nulle part. Aux États-Unis, dans des labos privés, financés justement par des gens qui prennent des risques, il y a des premiers espoirs de développer la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, ça serait une énergie gratuite, renouvelable, non dangereuse, etc. Donc, je ne veux pas dire que c'est à portée de main, je dis simplement que je crains que les Américains, une nouvelle fois, nous dament un peu le pion. Merci Sylvie. J'ai une question là sur les outils, et je vais peut-être poser la question à Sébastien. Est-ce que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières est suffisant pour ne pas perdre en compétitivité? C'est-à-dire, est-ce que pour protéger la base industrielle et les secteurs non couverts par le système de quotas carbone? Alors, je commence par... simple. Je commence par répondre qu'il est nécessaire.
Donc, vous me demandez s'il est suffisant, je vous dis d'abord il est nécessaire. Pourquoi? Parce que nous, on met un prix sur le carbone, on le taxe. Nos principaux concurrents, américains et chinois notamment, le subventionnent l'éviction du carbone, d'accord, la décarbonation. Donc ça crée un problème, c'est-à-dire qu'on devient plus cher que les autres. Donc on a besoin d'avoir un ajustement, c'est-à-dire de dire ce qui vient de l'extérieur, doit être ajusté à nos frontières pour se mettre au niveau de nos prix, sinon on est en train de se tirer une balle dans le pied et d'affaiblir considérablement notre industrie. C'est nécessaire. Est-ce que c'est suffisant? Le problème, c'est que la mise en pratique, elle est éminemment complexe et difficile, parce que quand un bien arrive, il n'y a pas écrit dessus tant de carbone émise. C'est très compliqué à évaluer. Donc, ce qu'on a choisi de faire pour l'instant, on est en programme pilote, pour l'instant, encore pour 3 ans. Pilote, ça veut dire que ça fonctionne. On essaie de faire fonctionner l'information, mais il n'y a pas de taxe concrètement. C'est de sélectionner des secteurs, ceux qui sont le plus émissifs, ceux pour lesquels l'enjeu est le plus important, et dire on l'applique là, on l'applique pas au reste. Donc typiquement, par exemple, on va l'appliquer à l'aluminium, mais on ne va pas l'appliquer à l'automobile. D'accord? Donc les producteurs européens d'aluminium, eux, ils sont mis sur un pied d'égalité pour autant qu'on est bien appliqué, et c'est pas une évidence non plus, même ça c'est compliqué. Les producteurs d'automobiles, eux, ils vont dire finalement, si je suis en concurrence avec une automobile chinoise, elle a eu un aluminium, il y a beaucoup d'aluminium, notamment dans les voitures modernes, de part et d'autre, mais le constructeur automobile chinois, s'il a fabriqué en Chine, il a eu un aluminium subventionné. Moi, j'ai fait avec un aluminium taxé. Donc, voilà, on sait qu'il reste des problèmes comme ça, qu'on ne pourra pas tous les traiter. Donc, première chose, on a traité le premier ordre du problème. On sait qu'il reste un second ordre. On sait pas, a priori, il est de second ordre, donc par définition pas trop important, mais il y a quand même un vrai risque. Moi, je pense qu'il faut essayer d'étendre un peu le système si on peut. On sait qu'il y a un enjeu très lourd aussi, c'est qu'on veut pas on a le risque d'handicaper les pays les plus pauvres, parce que tout ça, en fait, ça demande beaucoup de paperasse, beaucoup de certifications, donc c'est très lourd, et cette lourdeur, elle est très difficile à assumer pour les pays en développement, donc il ne faudrait pas que ce soit les pays en développement qui paient les pots cassés de ces réglementations. Et puis la troisième chose, c'est que l'idéal, ça serait d'aller vers quelque chose qui ressemble à une taxe sur la valeur ajoutée, où on puisse vraiment taxer le contenu carbone dans tous les produits. Ça pose la question de savoir si on peut développer une comptabilité carbone à plus grande échelle. Il y a un énorme problème, il y a une grosse question de faisabilité. Moi-même, je ne suis pas très sûr de la bonne réponse par rapport à ça. Merci beaucoup. Je vais peut-être passer à Eileen pour une question, parce que ça concerne l'Allemagne. Est-ce que les Italiens et les Français ne sont-ils pas des passagers clandestins en générant des déficits et des dettes? Finalement, c'est l'Allemagne qui paye. Alors, c'est une très bonne question. En fait, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'Europe, c'est notre continent, c'est notre place à nous, et on a un destin commun, aussi à travers la monnaie commune. Et il faut que chacun trouve sa place et puisse prospérer dans cet espace. Et en fait, lorsqu'on regarde, c'est des questions de fond, de long terme, mais en fait, lorsqu'on les regarde à travers les débats actuels, on observe très bien que chacun en Europe, que ce soit les Allemands, que ce soit les Français, que ce soit les Italiens, trouve des aspects dans les règles qu'ils n'apprécient pas. Pour les Allemands, en ce moment, c'est tout ce qui concerne les règles en matière d'encadrement des subventions. Pour les Italiens, pour les Français, là, c'est la question de l'endettement. Et il faut trouver des compromis du côté allemand aussi. Si on dit on ne peut pas faire on ne veut pas que les règles européennes nous contraignent trop, il faut être aussi conséquent pour dire que ça doit être pareil pour la France et l'Italie aussi. Donc, dans l'idéal, il me semble qu'il faudrait retourner à la table et prendre plus au sérieux l'accord, les règles qu'on s'est données et réfléchir ensemble en prenant en compte les intérêts et les priorités de chacun pour trouver des meilleures règles, mais ne pas de faire du picking. Chacun prend les règles qui lui conviennent et rejette les autres. Et c'est un peu une ambivalence
que je peux observer aussi en Allemagne, où on dit qu'il faut repenser les règles en matière de compétition, de subvention dans le contexte global. Mais en fait, à mon sens, c'est tout à fait juste du côté français et du côté italien de dire qu'il faut aussi repenser, par exemple, le pacte de stabilité dans un contexte plus global, qui est celui de la transition écologique, et non pas dans un cadre très restreint. Donc, à mon sens, il faut vraiment prendre au sérieux les règles qu'on s'est données, et si ça convient plus à tout le monde, parce que le monde a changé, il faut revenir à trouver un consensus ensemble. Et je veux dire, il y a toute une série de sujets qui sont, d'une certaine manière, qui sont liés. On ne peut pas parler de stabilité sans investissement. On ne peut pas penser l'endettement sans question de stabilité. Et donc, à mon sens, il faut mettre plusieurs enjeux sur la table, même si dans les négociations, on ne peut pas lier tout, mais reconnaître de chacun à des règles spécifiques, à des priorités, des besoins spécifiques. Et la question de qui a profité à quel point du marché intérieur, de la monnaie commune, en fait, on peut faire des calculs très différents. Donc, je veux dire, c'est très difficile de vraiment mettre un prix ou un bénéfice à ce qu'on a créé. Ça donne en fait des calculs très complexes et ça dépend du poids qu'on donne à des éléments très spécifiques. Pour l'Allemagne, pour une économie qui est ouverte au marché, qui veut exporter, avoir le marché commun, c'est un atout. Avoir eu une monnaie qui était faible par rapport à son poids économique, c'était un atout pour l'Allemagne aussi. Donc c'est très difficile de vraiment savoir qui a bénéficié à quel point des règles communes. C'est pas qu'il y a je veux dire, c'est pas que les règles, ils ont... et je pense, à un moment, il faut reconnaître que les règles, si on veut ou pas, même s'ils sont les mêmes pour tous, ils ont des effets redistributeurs. Et ils créent des effets différents dans des contextes différents. Et à mon sens, là où on est aujourd'hui, il faut prendre ça en compte aussi. Lorsqu'on repense les règles qu'on se donne aujourd'hui, que ce soit en matière d'investissement, en matière de stabilité, en matière d'endettement et tout ça. Sylvie, non, mais ouais, juste pour dire, ayant été rapporteur du pacte de stabilité en 2011 quand on l'a réformé, Eileen a très bien fait de rappeler que c'est un peu simple de caricaturer ce que les uns ou les autres en retirent de l'Europe. Je crois si on la perdait, je ne dis pas ça par cruauté, Sophie, envers les Britanniques, mais on mesure beaucoup plus ce qu'on perd une fois qu'on l'a perdu. C'est très humain. Mais pour revenir, moi je voudrais faire 2 points. D'abord, je pense que les gens ne comprennent pas pourquoi c'est important. On a une monnaie sans État. D'habitude, la monnaie, elle est dans un État. Il y a un État, il y a un gouvernement, il y a un budget, il y a une monnaie. Si on la gère mal, on dévalue. On s'en prend plein la figure sur les marchés. Et c'est ce qu'Eileen a dit très justement. L'Allemagne a considérablement bénéficié. En fait, c'est l'hommage de la vertu au vice. C'est-à-dire que tout en engueulant les autres pays partenaires, elle bénéficiait massivement d'une monnaie qui n'était pas du tout au niveau où aurait été le Deutschmark. Donc, ça a boosté les exportations. Donc, je ne dis pas que les choses soient simples. Eileen l'a bien dit. Mais on a quand même besoin de règles. Vous ne pouvez pas partager une monnaie avec d'autres pays et ne pas avoir un minimum de règles communes. D'autant plus que, franchement, tous les gens qui disent que ça a été tatillon, surtout en France, je le dis parce que je suis française ici, dans ce mais c'est pas vrai. La France n'a jamais rien respecté, ou à peu près. D'ailleurs, moi, je me souviens, je travaillais avec M. Prodi, quand Francis Maire, paix à son âme, il est mort récemment, venait expliquer au président de la Commission européenne que la France avait besoin d'un peu de temps pour faire les réformes. Après, on a vu arriver Nicolas Sarkozy, président de la République, qui allait à l'Ecofin, c'était assez bizarre, qui a dit la même chose. Ensuite, on a eu l'arrivée du gouvernement, où il y avait Pierre Moscovici, ministre des Finances, qui a dit la même chose. Et encore une fois, je le dis, franchement, c'est pour dire, c'est tous les partis. Donc, voilà, à un moment donné, si on s'engage à faire quelque chose, on respecte à peu près, quoi. Voilà. Qu'il y ait des moments où il faut un peu de flexibilité à la marge, mais on ne peut pas continuer comme ça. Sur le plan, on ne respecte pas le traité. D'autre part, les Allemands sont dans une position hyper confortable parce que les chiffres de 30%, enfin de 60% de dette par rapport au PIB et de 3% de déficit, ils ne sont pas dans le pacte de stabilité, ils sont dans le traité.
Donc, s'il n'y a pas d'accord sur le pacte de durabilité, un jour, c'est le traité qui s'applique. Et voilà. Donc, quand vous êtes dans une négociation totalement asymétrique, où celui qui est en face, de toute façon, il ne bouge pas, il a ce qu'il veut, et vous voulez changer, vous avez quand même intérêt à être un peu malin. Donc, pour l'instant, je trouve que la négociation n'est pas menée de manière... Et troisième chose, qui est la chose essentielle, c'est que ces règles ne sont pas là pour casser les pieds des gens. Moi, je suis préoccupée, comme contribuable français et mère de 3 enfants, de voir qu'on est en train de payer un service de la dette de... Vincent, 42 milliards, c'est ça, cette année ou pas? Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un budget supérieur à celui de l'éducation nationale et quasiment équivalent à celui de la défense qui va dans la poche des gens qui ont acheté la dette française. Bon, moi je trouve qu'on pourrait en faire autre chose de cet argent, quoi. À un moment donné, il faut bien gérer. C'est-à-dire que les taux d'intérêt ont remonté, c'était prévisible, et l'Italie, c'est pareil. C'est pas parce l'Italie, c'est 80 milliards. Voilà. Non, mais vous vous rendez compte des sommes que ça représente? Enfin, la dette, c'est pas gratuit. Donc, on peut dire que si on s'endette pour investir dans des entreprises, dans des universités, dans tout ce qui prépare bien l'avenir, ok. Mais si la dette part à de la mauvaise gestion, soit d'un modèle social qui peut-être doit être repensé, soit d'un État de collectivité locale, enfin, je veux accuser personne, mais objectivement, j'allais dire, mais heureusement quand même que de temps en temps, il y a les pays du nord de l'Europe qui nous disent faites un peu attention, quoi. Parce que, en plus, ça j'insiste là-dessus, autrefois, l'Italie ou la France avaient une sanction. Si le budget était mal géré, il y avait des dévaluations. C'est-à-dire qu'on y perdait en valeur du patrimoine national. L'euro nous a mis à l'abri de ça, et à l'inverse, on ne fait plus d'efforts. Et ça, c'est quand même ce qui est objectivement tout à fait dommageable. Donc, pour répondre juste en complément de ce qu'a dit Aileen, la question était excellente. Je crois qu'il faut arrêter de dire c'est les Français, les Allemands, les machins. Voilà, on a des investissements énormes à faire. Vous avez bien fait de rappeler le montant et on a une dette qui maintenant finit par nous coûter plus cher que ce qu'on met dans la transition énergétique, ce qui est quand même l'angle mort du débat public en France et en Italie. Vous avez envie de rebondir, Fabrizio, ou, non, je pense qu'il faut toujours garder en tête l'objectif de nos débats, c'est le défi du Green Deal. Je suis tout à fait d'accord. Investissement au service du climat. Et je trouve que la négociation en cours, pour moi, est positive. C'est-à-dire, elle va dans les bons sens. Je pense que la Commission a présenté c'était l'automne dernier une bonne proposition générale, après un bon texte au printemps. La médiation espagnole qui se conduit en ce moment, parce que nous sommes sous présidence espagnole, peut vraiment aboutir à un résultat avec un accord en décembre. Ce n'est pas parfait. Je pense que le problème principal est celui vraiment de la clause verte, qui reste ouverte et qui est un peu déficitaire dans ce nouveau schéma. Parce que l'espace pour les investissements verts est presque nul. C'est-à-dire... pour l'Italie, le NGEU, c'est 200 milliards et vous avez 33% ou 37% verts. Oui, donc, ça va finir. Oui, ça va finir. Dépensez-les bien déjà, si je puis me permettre. Ça aidera, parce que tout le monde demande plus d'argent. Moi, j'aimerais voir quels sont les bons projets. Je le dis pas seulement l'Italie. Non, je le dis pas. J'allais exactement conclure là-dessus. Ouais. Et c'est la même chose en France, etc. Parce que par moment, moi, je vois des financiers qui me disent, moi, j'aimerais bien financer des choses, mais j'ai pas les bons projets. Donc, est-ce que c'est une question d'argent, de flexibilité, ou est-ce que c'est une question aussi de capacité à générer, comme vous l'avez très bien dit, et comment on rénove des bâtiments alors que les appartements appartiennent à des dizaines de gens, comment on investit, comment on change notre modèle agricole, parce que pour le coup, là je vais mettre les pieds dans un plat encore plus grand, on a quand même un budget de l'Union européenne dont la première politique est la politique agricole commune. On sait que dans le verdissement, parce qu'on n'a pas parlé d'agriculture, il n'y a pas que la transition énergétique, il n'y a pas que les bâtiments, il n'y a pas que l'industrie, il y a aussi l'agriculture. L'agri-food étant pour plusieurs pays d'Europe un pan important de l'économie, comment on évite de donner sur le budget de l'Union de l'argent à un mode de production agricole qui est encore productiviste, tout en disant qu'après, il faut des dérogations dans le pacte de stabilité pour pouvoir financer le verdissement, quoi. Oui, non, mais quand je disais que ce n'est pas seulement l'Italie, je disais que peut-être l'Italie a effectivement les moyens pour financer la transition verte jusqu'à 2026-2027.
mais c'est aussi pour les autres, c'est surtout pour l'Allemagne. Et on voit aujourd'hui les résultats à Karlsruhe. C'est-à-dire avoir une clause qui permet à l'Allemagne, selon les traités, selon les règles européennes, d'investir 1% du PIB chaque année sur la transition, ça me semblerait utile, peut-être nécessaire. Mais je ne suis pas sûr qu'on arrivera à ça. On a beaucoup de jeunes dans l'assistance, forcément, parce que c'est une université. Et car on arrive vers la fin de notre débat, je me demande, et souvent les réponses et les questions sont un peu déprimantes. Le défi est immense, on n'a pas d'argent, on n'a pas des mécanismes, on n'arrive pas à être d'accord sur le sujet. Je vais demander à chacun d'identifier quelque chose de positif, soit qu'on peut faire dans nos vies quotidiennes, soit que les politiques sont prêtes à mettre en place, soit autre chose, mais quelque chose un peu positif avec laquelle on peut quitter la salle à la fin de ce débat. Donc à chacun, on a 1 minute chacun, et Sébastien, je commence avec vous. Oui, merci. Justement, moi, c'est un peu la réflexion que je me faisais, c'est que je pense qu'on a dit tout à l'heure, c'est un problème avant tout politique. Et c'est un problème, on l'a dit aussi, qui souvent peut être déprimant au niveau facilement ou anxiogène. Il est très important, je crois, de souligner que on essaie de construire des solutions. On a un certain nombre de moyens, d'outils à notre disposition. Ce qu'on a dit ensemble, et je crois que là-dessus on était à peu près tous d'accord, c'est qu'ils sont coûteux, qu'ils demandent des sacrifices, ils demandent des investissements énormes. Ça veut dire que ce qu'on va mettre dans ces investissements, on ne le mettra pas ailleurs. Il y a des sacrifices à faire, mais une voie existe. Et je pense que c'est très important parce que de comprendre qu'on se bat pour quelque chose qui est possible. Et tout à l'heure, Sylvie parlait des bénéfices d'un certain nombre d'actions qu'on peut prendre. Je pense qu'ils sont aussi psychologiques. Ça nous fait tous du bien quand on a l'impression qu'on est bien aligné entre ce que l'on fait et ce qui est bon pour la planète. Voilà. Donc une voie est possible. Des sacrifices sont nécessaires, mais au fond, c'est pour notre bien. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut essayer de construire un consensus politique pour aller dans ce sens-là. Super, merci. Eileen. Je pense que l'essentiel, c'est à mon sens qu'il y a quand même un changement dans la perception des enjeux et une volonté de faire. Et ce qu'il nous faut pour réussir, c'est une intensification de cette volonté. Merci Aline. Fabrizio. Oui, je vais retourner sur le secteur privé. Moi, je pense qu'il faut souligner l'effort que les entreprises sont en train de faire. Il faut souligner qu'en général, pour la plupart des entreprises, les messages sont passés. C'est-à-dire il y a vraiment culturellement eu un changement sur la façon dans laquelle ils voient la production, ils voient leur positionnement dans les chaînes de valeur, ils voient leur positionnement vis-à-vis les consommateurs, et ça, c'est le rôle du consommateur et de la demande. Et ils voient aussi leur positionnement, leur stratégie des financements. Aujourd'hui, la finance joue un rôle très important. Bien sûr, il y a eu du greenwashing, mais le greenwashing a aidé quand même, parce qu'on pouvait le faire mieux, oui, mais quand même a mis les sujets au centre des débats. Je pense que l'Union européenne est sortie avec beaucoup de législation sur ça. Il y a des choses plus positives que des autres, il y a des choses qui sont un peu moins claires. Peut-être la taxonomie est un peu trop compliquée, mais quand même la distinction entre articles 6, 8 et 9 qui ont fait sur les marchés financiers reste très, très important. Et moi, je la vois tous les jours dans les décisions des entreprises qui décident de chercher un financement ou des fonds de private equity. Pas seulement européenne, mais même américain qui opère en Europe et qui veut investir seulement dans certains types d'entreprises. Le dernier mot, c'est à vous. Le dernier mot, c'est difficile. Moi, de toute façon, quand j'ai des jeunes en face, j'ai toujours envie de leur dire de s'engager. Vous vous engagez dans une association, vous vous engagez dans l'entreprise, vous trouverez du boulot, vous vous engagerez en politique, vous faites ce que vous voulez. Mais engagez-vous, restez pas à la maison, à vous lamenter sur l'avenir du monde qui ne va pas. L'avenir du monde, on peut le changer. Non, mais ici, on est dans l'université de Jean Moulin quand même. Voilà, il y a des gens à un moment donné qui se sont levés et qui ont dit, au péril de leur vie, bah voilà, les choses ne vont pas se passer comme tout le monde croit que ça va se passer. Et en fait, Sébastien l'a très bien dit, et je trouve qu'aussi cette discussion qui était
Enfin, on voit bien, il y a des gens dans toute l'Europe qui essaient de trouver des solutions, qui essaient de pas raisonner dans le cadre national. Ne vous faites pas enfermer dans des petites boîtes. Finalement, votre génération, elle affronte un défi colossal, mais ce défi colossal, ça va aussi vous donner la chance de ne pas être que des consommateurs. Voilà. Et moi, je pense que ne pas être que des consommateurs, se poser des questions quand on consomme et vivre un peu autrement, c'est peut-être une des meilleures choses qui puissent vous arriver. Je fais partie des gens qui se sont battus pour le marché. Je n'ai aucun mépris. Enfin, y a des gens qui ont du mal aussi à avoir accès à la consommation. Mais la consommation, parce qu'on a des besoins et que ce soit bien redistribué socialement, c'est important. Mais ce n'est pas une fin en soi dans la vie. Voilà. Donc, on compte sur vous. Merci. Merci beaucoup. Et merci. Et merci à notre modératrice. Thank you, Sophie.